Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très honorés de vous accueillir à l'UC-Louvain, à l'Université catholique de Louvain, à un moment essentiel pour l'histoire de l'Europe. La semaine dernière, vous étiez tous deux à Paris, avec une centaine de chefs d'État et de gouvernement pour rendre hommage aux millions de morts d'une guerre dont on pensait alors qu'elle serait la dernière. Ce fut l'occasion de redire combien il importe de garder à l'esprit les erreurs du passé pour éviter de les répéter, particulièrement aujourd'hui, alors que refont surface les discours de la division et de la peur de l'autre, que d'aucuns nous proposent de restaurer des frontières que des dizaines d'années d'efforts d'intégration ont permis d'abolir, que les populismes gagnent du terrain, et alors que l'humanité entière se trouve confrontée à un défi écologique sans précédent. Face à ces menaces, les universités ont un rôle majeur à jouer. D'abord, en tant qu'institution d'enseignement chargée de formation de jeunes générations qui seront amenées à gérer un monde plus complexe que jamais. L'éducation est la meilleure voie pour dissoudre, sans les stigmatiser, les craintes sans fondement, mais aussi pour objectiver les craintes légitimes et pour reconstruire une communauté capable de partager une vision du monde et de son avenir. Mais les universités ne sont pas que des institutions d'enseignement. Comme vous le rappeliez il y a peu, Monsieur le Premier ministre, nous avions fait le plaisir de partager vos réflexions à ce sujet, elles sont aussi un lieu d'échange et de réflexion solidement ancré dans une recherche scientifique exigeante et libre, qui doit nourrir les débats de société. Ces missions, les universités ne peuvent les assumer en restant confinées dans leur cadre national. Il y a un peu plus d'un an, Monsieur le Président, dans votre discours à la Sorbonne, vous avez lancé le projet d'Alliance d'universités européennes. Nous l'avons entendu ici à l'UC-Louvain, puisque nous venons de signer un accord entre 6 universités européennes de premier plan, dont l'Université de Paris Diderot. Toutes et tous, ici à l'UC-Louvain, étudiants qui partent en nombre en séjour Erasmus, membres du personnel qui participent à des formations partout en Europe, enseignants et chercheurs qui sont associés dans de grands projets européens, tous, nous voyons la plus-value de l'Europe pour une société de la connaissance au service de la collectivité. En Wallonie, en Belgique, en Europe, dans le monde, les défis sont immenses. Et pourtant, nous avons l'espoir de les relever, de ne pas léguer aux générations futures des sociétés éclatées sur une planète malmenée. Si cet espoir n'est pas déraisonnable, c'est en partie grâce aux énormes réserves d'enthousiasme, d'imagination et de compétences que recèlent nos universités, mais avant tout que recèlent nos étudiantes et nos étudiants. Si cet espoir n'est pas déraisonnable, c'est aussi dans la mesure où les responsables politiques sont désireux et capables de se mettre à l'écoute. C'est pourquoi nous nous réjouissons du souhait que vous avez tous deux exprimé de rencontrer aujourd'hui les étudiants. Tous ne partagent pas vos options politiques. C'est heureux en démocratie. Et certains seront sans doute critiques, peut-être parfois très critiques, parce qu'ils sont, à juste titre, inquiets de voir quelle société nous leur laissons en héritage. Mais avec eux et avec vous, nous voulons œuvrer à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire et qui répond aux défis de demain. Monsieur le Président, vous avez souligné hier soir, en présence de Leur Majesté le Roi et la Reine des Belges, des qualités proprement belges. Et je vous cite, « l'audace, le refus des évidences et l'art de surprendre. » Nul doute que les étudiants présents dans cette salle témoigneront de ces qualités. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'ensemble de la communauté universitaire UC-Louvain, je vous remercie très sincèrement de nous offrir ce moment d'échange privilégié et je cède la parole aux animateurs, le professeur Michel Liégeois et Madame Montet. Merci à tous les deux.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Joanne, si je peux me permettre. Bonjour Michel. Alors nous y sommes, une aula magna archi-comble qui reçoit le Président de la République française et notre Premier ministre pour un dialogue direct avec les étudiants et les étudiantes de l'UC Louvain, mais pas seulement, aussi de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, de la KU Leuven, de l'École royale militaire. Bienvenue à tous. C'est un moment très privilégié que nous allons vivre ensemble. Nous avons 1 heure devant nous. C'est énorme à l'échelle de l'agenda d'un chef d'État. C'est très peu compte tenu des innombrables questions que les étudiants vous brûlent de poser. Au cours de la semaine qui précède, des groupes d'étudiants motivés ont débattu et ont décidé ensemble des questions qu'ils estimaient pertinentes de poser à nos invités. Nous ferons notre mieux pour que le maximum d'entre elles puissent être posées, mais bien entendu, le débat est ouvert et la dynamique de l'échange permettra à toutes et à tous d'avoir l'opportunité de poser une question. Le débat sera organisé en 3 séquences thématiques d'environ 15 minutes chacune. La première portera sur l'intégration européenne, la deuxième sur le et la politique en Europe, la troisième sur le rôle de l'Europe dans le monde. Au cours de ces séquences, les questions pourront donc venir soit de la salle, soit ici, de la scène. Pour participer au débat, rien de plus simple, n'est-ce pas, Joanne? Absolument, Michel, c'est balisé, mais c'est aussi hyper spontané, et c'est vraiment ce qu'on veut. C'est un débat participatif, lors duquel tous dans la salle, un maximum de personnes auront l'occasion de poser des questions. Comment faire? C'est très facile, on lève la main, il y a un micro-baladeur qui arrive près de vous, vous vous présentez, vous dites votre prénom et votre année d'études, vous dites à qui vous adressez votre question, et puis vous formulez votre question en français ou en anglais, une question brève pour avoir des réponses brèves et un maximum de participation. Ça va être très agréable. Voilà, et donc, sans transition, c'est parti pour la première séquence consacrée à l'intégration européenne. On va prendre d'emblée ici 2 premières questions sur la scène avec Tom et Lauriane. On les connaît, puisqu'on sait que les premières questions, c'est toujours un petit peu difficile, donc là, on les a désignées. C'est le tour de chauffe. Hein. Voilà, c'est le tour de chauffe. Ça, c'est préparé quand même, hein, professeur voilà. Michel. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Voilà, donc je m'appelle Tom, je suis en Master 2 droit européen et membre du Code citoyen. Alors voilà, j'ai une première question. Les grands enjeux de notre époque, qu'ils soient de nature environnementale, sociale, fiscale, exigent selon vous des nouvelles avancées dans l'intégration européenne. Alors, si vous partagez le constat d'une impossibilité politique de réviser les traités à court ou moyen terme, comment réalise-t-on l'Europe à 2 ou 3 vitesses ? Alors que, mis à part peut-être des progrès en matière de défense, ni les coopérations renforcées que vous défendiez, Monsieur le Premier ministre, ni l'intergouvernementalisme informel que vous prônez, Monsieur le Président, ne semblent suffire à produire des avancées majeures. Merci. Votre question s'adresse aux 2 personnalités. Voilà, et là, on va prendre directement la question Monsieur de le Président? Oui, on prend la 2e question. On prend les deux questions. Ouais. Oui, 3 questions. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, merci d'être présent. Je vous remercie personnellement et aussi je vous remercie de la part des GEM Benelux dont je fais partie. Donc voilà, ma question est celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre au pilori les salauds de l'Europe, pour reprendre les termes de Jean Quatremer, qui s'attribuent les réussites de Bruxelles tout en niant toute responsabilité dans ces échecs pour caresser leur électorat? Pour mettre fin à cette hypocrisie du « c'est la faute à Bruxelles », ne faudrait-il pas laisser une place plus importante aux institutions de l'Union européenne sous les projecteurs des médias nationaux? Merci. Alors, après les salauds de l'Europe, on va prendre une 3e question, une question dans la salle. Elle est où? Qui la pose? Je ne vois pas de main. Allô, allô? Oui, ici. Ah voilà. Alors, c'est parti. On lui donne un micro? Ouais. Donc, Jonathan, étudiant en 2e année, ingénieur de gestion. Il est où? Lève la main, Donc, bien haut. Ok. Donc ma question, c'est dans les 2 dernières années, des mouvements pan-européens sont créés, comme Volt par exemple, en vue des prochaines élections européennes. Et je me demandais ce que vous en pensez de ces mouvements qui rassemblent des jeunes des différents pays d'Europe. Merci pour la question. Alors, on va répondre l'une après l'autre. Monsieur le Président, on vous écoute. Bien. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous remercier de cette opportunité d'échanger très librement avec vous et de remercier le Premier ministre, de vous remercier pour votre accueil et d'être là. Voilà.
Je suis très heureux toujours de parler librement d'Europe. Première question sur l'intégration et comment avancer sur une Europe plus sociale avec une vraie harmonisation fiscale et plus d'ambition environnementale. D'abord, en effet, moi je crois à une Europe à plusieurs cercles, plusieurs vitesses. Elle existe déjà. Et donc il ne faut pas avoir de fausses pudeurs sur ce sujet. Il y a déjà l'Europe de Schengen, de la zone euro. Et donc on doit avoir un maximum d'ambition. Et l'Europe a toujours fonctionné comme ça. Une avant-garde qui a beaucoup d'ambition et qui attire les autres. La grande erreur que nous avons depuis, qui est la nôtre au fond depuis 5-10 ans, c'est qu'on veut toujours tout décider à 28, peut-être demain à 27 après le Brexit. Ça n'est pas vrai, ça n'a jamais marché comme ça. Ce n'est pas l'Europe du plus grand dénominateur commun, c'est l'Europe de la plus grande ambition qui attire les autres. Fort de cela, moi je pense qu'il faut continuer à faire des coopérations renforcées. Vous évoquiez, on le fait en défense. Et pour ma part, je suis favorable à ce qu'on puisse changer les traités. On arrive à un moment où il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de cela, mais il faut une règle claire. Celui qui est contre ne bloque pas les autres. Et je dis ça venant d'un pays qui, lors du dernier référendum 2005, quand la France a voté non, elle a bloqué tous les autres. Et ça, je pense que c'est une erreur. C'est pourquoi dans les propositions de méthode faites, c'est Europe à plusieurs vitesses, définissons le maximum d'ambition, voyons qui suit, faisons le maximum déjà dans le cadre des traités et acceptons le principe de changer les traités et donc d'aller éventuellement, selon les systèmes, devant le référendum ou devant nos parlements pour les changer, mais sur la base d'un projet, pas d'une dénonciation de ce qui ne fonctionne pas. Et celui qui est contre ne participe pas, mais ne bloque pas les autres. Ce qui est un vrai changement de méthode et ce qui permettra d'avoir une avant-garde. Et vous verrez que progressivement, on aura ce cœur d'Europe qui fonctionne mieux avec cette plus grande intégration sociale, économique, fiscale et une vraie ambition environnementale et alimentaire. Ceci suppose de changer, et c'est la réponse à la deuxième question, de changer en effet l'approche de l'Europe. Tous les pays ont en effet eu cette approche qui consistait à dire quand il y a un problème, c'est, pardon de le dire ici, mais c'est Bruxelles, et si ça va bien, c'est grâce à moi. Oubliant d'ailleurs que bien souvent, ils avaient des crédits européens, y compris pour les projets qu'ils inauguraient. Un, c'est de la pédagogie. Alors, est-ce qu'il faut tout laisser à Bruxelles? Est-ce qu'il faut davantage communautariser? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut clarifier ce qu'on appelle les financements croisés, pour que quand il y a des financements, ils soient plus identifiés. Mais je pense qu'ensuite, il y a une politique, une responsabilité des dirigeants, en particulier des dirigeants pro-européens, à assumer et porter cela nous-mêmes. Et de le porter de deux manières. Un, à chaque fois de dire qu'il y a des crédits ou des projets européens, de le signifier, de le rendre tangible pour la population. J'étais tout à l'heure à Molenbeek, il y a une association qui est elle-même reconnue, qui a dit « moi j'ai eu des crédits européens, je mène ça parce qu'il y a l'Europe ». Et deux, d'accepter que quand nous avons des problèmes, c'est souvent que nous ne savons pas les résoudre tout à fait, qu'on a besoin de plus de coordination. Et ce n'est pas Bruxelles. Moi, l'Europe, elle ne m'empêche pas de faire quelque chose ou de régler des problèmes que j'ai. Et je vais vous avouer un secret, l'Europe, c'est nous aussi. Il se trouve que quand on dit c'est Bruxelles ou le problème c'est l'autre, vous faisiez référence à une formule lapidaire du journaliste Jean Quatremer, mais c'est nous. C'est les 28 autour de la table, donc ce n'est pas la peine de se défausser derrière quelqu'un d'autre. Et donc, oui, il faut faire une pédagogie, oui, il faut retrouver le vrai courage politique. C'est la bataille du moment, et je crois qu'elle est absolument fondamentale pour celles et ceux qui croient dans cette mission. Je ne pense pas pour autant qu'il faille aller dans le sens d'une plus grande communautarisation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est une trop grande bureaucratie européenne. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est parfois qu'il y a un trop grand éloignement de la population la plus locale. C'est aux dirigeants de chaque pays, et parfois aux dirigeants locaux, de porter aussi l'Europe. Et de considérer que ce n'est pas seulement les fonctionnaires communautaires qui doivent le porter. C'est un partage, parce que c'est notre projet commun. Moi, je suis même favorable à ce qu'il y ait plus de subsidiarité, qui peut aller avec plus d'esprit européen. Enfin, réponse à la dernière question, je crois profondément au mouvement pan-européen. Je suis très favorable à tous les mouvements de jeunes qui émergent, jeunes ou moins jeunes, et je suis favorable à l'émergence d'un vrai démos européen. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais défendu cette idée d'avoir des vraies listes européennes. On disait transfrontalière, ça inquiétait beaucoup de gens, mais on a des élections européennes. Simplement, lorsqu'on aborde le scrutin, les débats redeviennent totalement nationaux. C'est pourquoi moi j'avais proposé qu'il y ait, sur la base de sensibilités communes, d'une approche commune de l'Europe, un quota de parlementaires européens
qui soit élu sur un vrai projet européen et par tous les Européens ensemble. Et je pense qu'on ira dans ce sens-là. Si on croit à la force, à la place du Parlement européen, si on croit qu'on peut, ce qui est ma conviction profonde, être un espace plus démocratique au sein de l'Europe, on a besoin de plus de mouvements véritablement européens qui permettent le dialogue entre nos différents pays, qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes. Charles Michel, Monsieur le Premier ministre, une réaction à cela? À mon tour d'abord pour vous remercier d'être présent et vous dire le plaisir très, très fort, très intense que je ressens à être présent ici avec Emmanuel Macron pour parler d'Europe et pour parler très directement avec des jeunes, pour écouter, interagir, donner aussi notre vision et notre conviction pour l'avenir de l'Europe. Quelques éléments et brièvement, pour ne pas répéter des points que Emmanuel Macron a évoqués et que je partage très très largement. Ma première conviction pour ce qui me concerne, c'est que les citoyens européens doivent se réapproprier le projet européen. C'est la première clé, à mon avis. Dans une enceinte démocratique, les citoyens ont la première responsabilité et les citoyens européens ne doivent pas abandonner aux extrémistes de gauche, de droite ou aux technocrates le monopole de cette conviction européenne, ce regard tourné vers l'avenir, premier point. Deuxième point, il est toujours nécessaire, utile de regarder l'histoire qui nous a précédés. Et que voyons-nous? On commémorait l'armistice avec d'autres à Paris il y a quelques jours. Le siècle précédent a été ravagé par des tragédies absolument ignobles et immondes. Mais le siècle précédent a aussi été marqué, après ces drames, après ces tragédies qui ont touché nos familles, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents très directement, le siècle précédent a été aussi frappé par ce que moi j'appelle une forme de flamme d'espoir au travers de la mise en place progressive de l'Organisation des Nations Unies pour tenter de gérer ensemble les questions de paix, de sécurité, d'état de droit, de développement, par l'Union européenne, les ennemis d'hier, la génération de celles et de ceux qui s'étaient combattus durement sur ce continent, rougi par le sang, qui décide de se mobiliser ensemble pour créer ce projet de paix, de prospérité, de sécurité, ou encore dans le domaine, on y reviendra peut-être tout à l'heure, du commerce, des organisations qui tentent d'organiser une capacité de développement économique en définissant des règles plus équitables sur le plan économique et sur le plan commercial. Nous sommes plus de 70 ans plus tard, et de nouveau, l'Europe est confrontée, je le pense, à un carrefour, à un momentum. Et il y a cette nécessité, c'est une conviction très forte, de prendre des responsabilités. C'est le rôle, je pense, des citoyens d'être mobilisés, c'est le rôle des représentants politiques d'être courageux et de dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'Europe a besoin, je le crois, d'un nouvel élan. Et ce nouvel élan, effectivement, il suppose, c'est la première question, de pouvoir trouver des méthodes plus efficaces pour prendre des décisions, c'est-à-dire ne pas se laisser bloquer lorsque l'un ou l'autre décide d'empêcher que la décision soit prise. C'est le sens de l'Europe à plusieurs vitesses que nous plaidons en Belgique depuis un certain temps déjà. Et Emmanuel Macron, je le sais, est très mobilisé sur ce sujet-là également. Les traités, pour nous, ça n'est pas une obsession, parce que sans modifier les traités, on peut déjà faire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais s'il doit apparaître que l'on doit en plus modifier les traités, ce n'est pas non plus un empêchement. On doit pouvoir oser ce débat-là également. Alors, parfaitement d'accord avec la formule, la tentation est souvent grande dans les États, dans les parlements nationaux, de faire le choix de la facilité, du manque de courage, de reporter toutes les fautes et tous les maux de l'humanité sur Bruxelles, l'Europe, sans avoir le courage, face à son opinion, d'assumer les bienfaits et les succès et les mérites du projet européen, dont la tendance est de s'approprier à soi-même sur le plan national ses bienfaits et ses mérites. Et puis, dernière question, même réponse qu'Emmanuel, je pense que tout ce qui va dans le sens de cet ancrage dans le cœur, dans l'affect des Européens, de cette dimension européenne, de cet amour de l'Europe, non pas de manière un peu béate et un peu déconnectée des réalités, mais cette conviction rationnelle de ce que l'Europe apporte de la sécurité, de la stabilité et protège en fait les citoyens européens. Tout ce qui va dans ce sens-là va dans le bon sens. Il y aura dans quelques mois des élections européennes en 2019. Ce sera aussi l'occasion, très certainement, je l'espère, d'avoir des débats vifs dans tous les projets européens sur la direction que l'on veut donner. Et au bout du compte, c'est le bulletin dans l'urne qui traduira les choix des électrices et des électeurs en Europe. Allez, on va prendre une petite question dans la salle. Levez la main bien haut, que je vous vois parce que c'est grand. Il y a un monsieur là-bas qui lève la main, derrière madame. Voilà, oui, vous, là, à gauche. Et c'est parti. On vous écoute. Bonjour d'abord, donc je m'appelle... Merci, je vais prendre le micro. Donc je m'appelle Maxime, je suis étudiant en master en histoire.
Et je voulais vous poser une question qui est peut-être un petit peu provocatrice, donc je vais l'introduire brièvement. Pas trop longuement, attention. Pas trop longuement, intros, brièvement. Donc en France, avec la récente démission de Nicolas Hulot, de votre gouvernement, on a vu être mis en lumière l'influence des lobbies sur les politiques de lutte contre le changement climatique et la manière dont ils les freinaient. En Belgique, on a la Fédération des entreprises et la Fédération des entreprises pétrolières qui se sont aussi exprimées contre les engagements pris par la Belgique à différentes COP. En France, de nouveau, Total a fait usage de son influence pour introduire des exceptions à la loi sur la fin des hydrocarbures qu'elle a obtenue, puisqu'ils considéraient que ça menaçait leurs bénéfices. On n'a pas vu ce genre de choses pour les petits consommateurs de diesel qui font l'actualité pour le moment. Donc ma question est la suivante. À l'approche de la COP24, vous avez dit, M. Macron, que vous considériez que certains pays devaient être à l'avant-garde, montrer l'exemple. Que comptez-vous faire en tant que chef d'État de 2 pays développés, de 2 puissances industrielles, pour faire appliquer les recommandations du GIEC et du coup pour se libérer de l'influence des lobbies qui pour le moment freinent l'application de ces mesures, cherche à défendre les bénéfices des grosses entreprises dont elle sait qu'elles sont les premières pollueuses. On sait par exemple que 100 multinationales sont responsables à elles seules sur les 30 dernières années de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Et parmi ces multinationales, il y a notamment Total, dont je parlais plus tôt, qui a réussi encore avec cette loi sur les hydrocarbures à influencer, à retarder la lutte contre le changement climatique. Merci, on a entendu votre question et maintenant on va entendre les réponses. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous parlez de Total et de la loi sur les hydrocarbures, parce que ça, c'est factuellement faux. Mais je vais vous répondre sur chacun des points. D'abord, Nicolas Hulot l'a dit, il a démissionné aussi pour des raisons très personnelles que je respecte. Je l'ai encore eu il y a quelques jours au téléphone. C'est un ami, un homme libre. Et ne croyez pas que changer les choses en profondeur soit une tâche aisée chaque jour. Et s'il a fait référence à des lobbies, il en a plutôt parlé pour la chasse que pour les hydrocarbures. Et donc, quand on pose des questions sur des sujets aussi délicats, il faut être très précis. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition environnementale que je compte mener en France et à laquelle je crois en Europe? En effet, c'est de dire qu'on doit baisser nos émissions. Quand on regarde les chiffres en France, les 2 dernières années mesurées, 2015-2016, il l'a d'ailleurs évoqué au moment où il est parti, on a des émissions qui augmentent. Je n'étais pas à ce moment-là en charge, et d'ailleurs le travail que nous sommes en train de faire, il aura des effets, mais pas pour l'année courante, pour les années à venir, mais je pense qu'on aura des effets concrets et réels. Si on veut baisser ces émissions, on doit travailler sur 3 choses. La production de l'énergie, le fonctionnement des entreprises et les ménages et la mobilité. Sur les entreprises, on leur demande, comme les ménages, de faire une évolution profonde, puisqu'on réduit l'écart qu'il y avait de taxation en France entre le diesel, en effet, et l'essence normale, et on met en place ce qui a été voté sous les 2 précédentes mandatures, mais pas appliqué, qui est ce qu'on appelle une stratégie carbone, où on intègre justement sur les énergies fossiles une contribution pour pouvoir accroître leur prix et financer du renouvelable. Nous le mettons en œuvre. La stratégie a été votée au début du quinquennat de manière très transparente. Et nous mettons en œuvre celle-ci avec, contrairement à ce que vous avez dit, des vraies mesures d'accompagnement pour les personnes plus modestes. Mais ça suppose de changer les habitudes. Ça n'est jamais aisé. Le gouvernement est aujourd'hui, en effet, confronté là-dessus à des protestations. Et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles, et d'autre part, d'avoir un accompagnement des plus modestes avec une aide à la conversion, qui consiste à dire quoi? On s'engage, et ça montera jusqu'à 4 000 € pour aider des ménages à acheter des véhicules neufs ou d'occasion, électriques, hybrides ou moteurs, mais beaucoup moins polluants que les vieilles générations. Ça consiste à dire, on indemnise les gens qui ont besoin de beaucoup se déplacer et qui font beaucoup de kilomètres, avec l'indemnité kilométrique. Ça a été annoncé par le Premier ministre la semaine dernière. Et ça veut dire on accompagne les ménages qui, pour se chauffer, ont recours au fioul, en leur permettant là aussi de faire des économies d'énergie et en les aidant à changer le fioul de chaudière. Monsieur le Président, vous avez expliqué tout ça aux Français. Oui, et on va continuer. Ils sont quand même dans la rue, mais et en Belgique aussi. Non, voilà. mais je vais vous dire, les choses ne se font pas spontanément. Et c'est là aussi où, collectivement, il faut qu'on ait un esprit de responsabilité. On ne pourrait pas être dans un débat dans nos sociétés constamment à dire « vous n'allez pas assez vite à faire le changement ». La transition climatique, l'écologie, vous êtes dans la main des lobbies, ça ne va pas assez vite. Et quand vous vous battez
pour changer les choses, là, de ne plus entendre ceux qui disent ça, ou de dire, vous êtes à la main des lobbies, mais de ne plus être face aux Français ou aux Belges et à tous ceux qui vivent les conséquences de ces transitions. Parce que ce qui bloque aujourd'hui notre changement, c'est en rien les lobbies. Et je vais venir sur la production d'énergie, en rien. Moi, je vous défie de voir en quoi Total a influencé la stratégie française. En rien. Rien. Nous serons le premier pays au monde à avoir fermé, d'ici 2022, moi je ne stipule pas pour les mandats à venir, d'ici 2022 en France, nous aurons fermé toutes les centrales thermiques à charbon. Toutes. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. J'en ai eu des lobbies. Mais j'ai aussi des entreprises, avec des salariés sur le terrain. Et les gens qui donnent des leçons et qui disent vous êtes à la main des lobbies, je ne les vois jamais face aux salariés. Et les salariés, ils sont en fait dans la rue aujourd'hui. Parce qu'ils disent, moi, vous voulez tuer mes jobs ? C'est ça la réalité du monde que nous avons face à nous. Il n'y aurait pas d'un côté des lobbies et de l'autre côté des donneurs de leçons. Nous avons tous la même planète à partager. Nous voulons tous réduire les émissions. Nous voulons tous changer de monde et changer de modèle économique, social, environnemental. En tout cas, je le veux vraiment. Mais il y a la dure réalité à étreindre. Comme le disait un poète voisin, certes français mais des Ardennes, Arthur Rimbaud. Et la dure réalité à étreindre, c'est de pouvoir regarder en face, en effet, eh bien, les gens qui vont perdre leur emploi parce qu'on dit qu'il faut fermer les centrales thermiques à charbon. On va le faire, mais donc il faut leur inventer des emplois dans les nouvelles énergies, dans les nouveaux métiers. Il faut pouvoir dire aux gens qui avaient des habitudes de mobilité, on vous aide, mais il faut progressivement changer les comportements. On va vous aider, on va développer le télétravail, on va développer d'autres formes de mobilité. On va vous accompagner pour changer de véhicule, avoir des véhicules moins polluants et qui consomment moins. On va avoir des mécanismes pour ajuster socialement. Et donc, je ne peux pas laisser dire que le groupe Total est en quoi que ce soit laissé influencer la stratégie française en France. C'est factuellement faux. Et les gens qui disent ça mentent. Je vous le dis, même si vous êtes loin, les yeux dans les yeux. Si j'étais à la main des lobbies, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins. Parce que je n'aurais pas fait cette transition. Si j'avais suivi Total, je n'aurais pas augmenté le prix de l'essence. Ce n'est pas leur intérêt, au contraire. Simplement, il faut aussi qu'on sache sortir des postures qu'on a depuis 15-20 ans, qui fait qu'on n'avance pas sur ces sujets. Et c'est ça la transformation économique, sociale, environnementale. Moi, je crois dans un nouveau modèle que l'Europe sera portée, mais où il faut pouvoir justement faire ces transformations. Elles ne sont faciles pour personne, ça contrarie les entreprises qui sont touchées, c'est difficile pour les gens, mais ça suppose de faire de la pédagogie, d'avoir des mesures d'accompagnement social, économique, et de ne céder justement à aucun lobby. Et au niveau européen, c'est la même ambition que je veux que nous puissions porter. Moi, je suis favorable à un prix plancher carbone. On a mis en place un marché du carbone. Tous les groupes que vous évoquiez sont contre avoir un prix plancher. Moi, j'y suis favorable parce que c'est le seul moyen d'avoir une vraie transition et de dire les investissements changeront parce qu'on va avoir un prix plancher du CO2 et on aura un vrai marché. Mais ça suppose à côté, et là, il ne faut pas céder trop vite non plus au schématisme, d'avoir des vraies mesures d'accompagnement et donc de savoir aussi regarder nos champions et donc de mettre une taxe carbone à nos frontières. Parce que ce n'est pas céder au lobby que de dire on a des grands groupes de sidérurgie, on a des grands groupes qui consomment beaucoup d'électricité ou de carbone pour produire. Si on ne fait que les pénaliser, eux, en Europe, mais qu'on continue à importer des produits qui viennent de Chine, d'Inde ou autres, qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles, nous n'aurons pas réduit les émissions au niveau de la planète et nous aurons sacrifié l'industrie européenne. Ce n'est pas céder au lobby. C'est là aussi tenir toutes les contraintes d'un modèle où on veut changer le mode de production, avoir une influence sur le reste du monde, mais continuer à avoir de la production et des emplois en Europe. Et donc moi je suis favorable à un prix plancher du CO2 en Europe, à une taxe CO2 aux frontières pour compenser justement cela et pour taxer les produits qui viendraient d'autres pays qui ne font pas les mêmes efforts que nous et en même temps protéger nos entreprises. Voyez ? Et donc le chemin d'une transition, il n'est ni du côté d'une forme de vérité éthérée qui oublierait la réalité des gens, ni du côté des lobbies, parce que d'un côté, vous pouvez faire des choses formidables, mais ça n'existe jamais, et de l'autre, vous ne bougez pas. Et croyez bien une chose, nous bougeons en France, et moi je souhaite qu'on bouge en Europe sur les lignes que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Il est déjà grand temps de passer à notre deuxième séquence consacrée aux politiques de l'Europe et à la politique en Europe. On a déjà d'ailleurs esquissé cette deuxième séquence avec cette importante question sur la transition écologique. Et donc on débute cette deuxième séquence ici, sur la scène, avec la question d'Anaïs. Anaïs, on va lui donner un micro, ça va être plus simple. Voilà Anaïs, il n'y a qu'à demander. Hop. Merci beaucoup. Monsieur le Président,
Vous êtes actuellement dans une université, donc il nous semblait opportun de vous poser une question à ce sujet. Parcoursup, il y a 1 an, plutôt que d'ouvrir des places dans les universités, vous avez décidé de limiter le nombre d'étudiants y ayant accès, avec un algorithme de répartition gardé secret, alors que les législations européennes l'interdisent. Vous avez généralisé la sélection à l'entrée et mis en panne l'ascenseur social. Suite à votre réforme, 160 000 étudiants inscrits se tournent vers l'enseignement privé. Plus d'un bachelier professionnel sur 2 n'a pas obtenu de sélection dans la phase principale. Et à la rentrée, plus de 10 000 étudiants sont en attente d'une affectation. Contre cette réforme, les étudiants sont organisés, mobilisés, pour défendre le droit de tous à l'éducation publique. Cependant, la réponse face à ceci ne s'est pas fait attendre. Pour la première fois depuis 50 ans, les CRS investissent les temples du savoir et participent à leur désacralisation. Petit à petit, la conception de ce qu'est l'enseignement supérieur change. Il n'est plus une composante essentielle de la société, mais un lieu où le savoir se marchande. Récemment, vous avez changé les règles de nomination au rectorat. Désormais, 12 recteurs sur 30 pourront être élus sans obtenir de doctorat. Personne ne peut comprendre que pour diriger une université, il ne faille pas être scientifique, mais bon gestionnaire. Et ceci représente une violation flagrante du principe de collégialité qui fonde nos universités européennes. La question. Oui, désolée. Quoi, il y a beaucoup de mots. J'ai encore juste un petit Et la question paragraphe. Est-ce que je peux finir mon petit paragraphe, s'il vous plaît? Allez, pour le paragraphe, mais vite. Je pense, oui, ok. Justement, en parlant de ces universités européennes, vous démontrez cette vision utilitariste dans votre projet d'alliance européenne, unir des universités comme vecteur de pouvoir et formation des plus nantis, considérer l'étudiant client, considérer que l'enseignement supérieur est créateur d'élite, qu'il est normal de payer des dizaines de milliers d'euros pour une année d'études, fait confirmer hier par votre Premier ministre lorsqu'il a annoncé que le Minerval pour les étudiants hors Union européenne allait augmenter, une décision qui montre l'idée que le Minerval de tout le monde pourrait augmenter. Allez, la question maintenant, oui, on y va. Désolée. Donc ma question est la suivante. Comment comptez-vous protéger l'université des forces du marché et lutter contre les inégalités à travers elle? Merci. Bon, je vous remercie pour cette question tout à la fois nuancée, précise et pleine de modération. Alors, bon, d'abord, je pense qu'il y a un malentendu sur la notion de recteur qui n'est pas la personne qui dirige l'université telle que les modifications ont été faites, mais qui est en effet une fonction administrative en France, le recteur dirigeant les services de l'éducation nationale à l'échelle d'une région. Et moi, je suis très favorable à l'ouverture de la fonction publique, et il n'y avait plus grand-chose qui justifiait parce que l'exclusivité et la totalité des fonctions de recteur soient détenues par des gens qui aient forcément un doctorat, parce que ce sont des fonctions de gestion administrative et pédagogique. Et donc la compétence administrative, la compétence gestionnaire est au cœur du métier de recteur, totalement. Et donc vous pouvez par exemple être un très bon professeur des universités et avoir tous les titres qui vous permettaient de devenir recteur, mais être un très mauvais gestionnaire aussi. Et donc ça, c'est le pouvoir de nomination qui le donne, et il était important d'élargir le vivier, mais je pense qu'il y a eu un malentendu lié au fait que vous n'avez pas mis la même réalité derrière le mot de recteur. Ensuite, moi, j'aime pas l'idée de protéger l'université des forces du marché. D'abord, les forces du marché, si c'est la cupidité, etc., oui, mais il n'y a pas que l'université que j'ai envie de protéger de ça, c'est la société tout entière. Si les forces du marché, c'est ce qui vous empêche de faire le changement social, environnemental, je n'ai pas envie de réserver cette protection à l'université. J'ai envie de le faire partout. L'université, j'ai envie d'en faire comme elle doit l'être, comme elle l'est historiquement, le lieu du partage de tous les savoirs, des controverses, de l'émancipation des individus, du savoir libre, du choix libre, qui permet à un individu d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir s'orienter librement dans sa vie, dans les savoirs et d'aller vers un emploi. Parce que moi, je crois dans le travail, et donc je pense aussi qu'une des fonctions de nos universités, c'est de guider non seulement vers des savoirs et vers cette plus grande autonomie de l'individu libre et rationnel, mais c'est aussi d'accompagner vers des métiers. Et c'est en ça que l'idée de protéger des forces du marché, ça ne peut pas être l'idée de protéger du reste du monde l'université. L'université doit être ouverte au reste du monde. Au contraire. Et l'exemple que vous donnez ici en est formidable, puisque c'est une université qui est ouverte sur un écosystème d'innovation, d'entrepreneuriat, de recherche, qu'elle soit publique ou privée.
Et moi, je n'aime pas ces clivages qui sont souvent doctrinaires et qui ne correspondent pas, y compris à la réalité que vous vivez ici. Vous êtes là dans cet amphithéâtre parce que vous êtes au cœur d'un écosystème où le public et privé savent travailler ensemble. Le problème que nous avons en France, parce que vous avez décrit de manière erronée et caricaturale une réforme, mais qui n'a pas de sens si on n'en comprend pas à quelle situation elle répond. La France, c'est vrai dans toutes les enquêtes internationales, a un système éducatif et d'enseignement supérieur qui s'est beaucoup dégradé durant les 20 dernières années. Et il s'est dégradé parce qu'un peu sur la base de votre discours, pendant très longtemps, on a eu un discours égalitariste. Et on a dit qu'il faut, au fond, diminuer le niveau moyen pour que tout le monde y ait accès. Il ne faut plus qu'il y ait de sélection aucune, et donc, de ce faisant, de moins en moins d'orientation pour être sûr que tout le monde ait accès. Bilan des courses. Moi, quand je suis arrivé aux responsabilités, 20% des jeunes ne savaient pas proprement lire, écrire, compter ou se comporter en CM2, donc à la fin du primaire. On avait environ 100 000 jeunes par an qui sortaient du système sans formation ni travail. Et on avait un taux d'échec du premier cycle universitaire qui était l'un des plus grands d'Europe, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivaient en première année à l'université, mais qui, pour près d'un tiers d'entre eux, et c'était encore plus vrai dans les quartiers les plus difficiles et dans certaines filières, ne finissaient jamais ou leur année ou leur cycle. Ce qui est un gâchis pour eux-mêmes et un gâchis collectif parce qu'ils avaient été mal orientés, parce qu'ils venaient gonfler des filières qui étaient déjà en surnombre et autres. C'est à ça que répond Parcoursup. Donc Parcoursup s'inscrit dans une réforme beaucoup plus large où nous avons réinvesti le projet éducatif, auquel je crois profondément, et qui, si vous reprenez mon projet présidentiel, est le premier pilier. Nous avons réinvesti dans l'école. C'est la première fois depuis le général de Gaulle qu'on modifie l'obligation scolaire dès 3 ans, obligation scolaire pour rentrer à l'école. C'est là que les inégalités commencent. Elles ne commencent pas à l'université, ne vous trompez pas. 2, on a réinvesti dans les premières années de l'école primaire en réduisant à 12 élèves par classe dans tous les quartiers les plus difficiles en France le nombre d'élèves. Et on a remis des évaluations annuelles. Parce que l'évaluation, c'est une bonne chose pour accompagner les élèves comme les étudiants, et en particulier pour ceux qui ont le plus de difficultés. 3, on a mis en place des innovations à l'école primaire, au collège, au lycée, devoirs faits par exemple, pour éviter qu'on considère que tout s'arrête au moment du temps scolaire et permettre de compenser les inégalités familiales en disant vous rentrez à la maison avec le devoir fait, pour là aussi compenser les choses. Et on a remis de l'orientation dès la fin du collège, en réinvestissant pour accompagner. Et Parcoursup s'inscrit dans cette transformation, parce que qu'est-ce que c'est l'initiative de Parcoursup? C'est de dire on oriente différemment, on étudie les dossiers. Ce n'est pas un algorithme aveugle qui préexistait, qui était ce qu'on appelait APB, qui affectait les gens selon leur choix, premier arrivé, premier servi, compris dans des filières où ils n'avaient rien à faire, où ils n'avaient que très peu de chances d'évoluer. Jusqu'à présent, quelqu'un qui sortait d'un bac technologique pouvait s'inscrire en médecine sans avoir aucun accompagnement, aucune forme de propédeutique. Bilan des courses, c'était formidable. Il pouvait arriver dans des amphithéâtres de médecine qui étaient déjà surchargés. Il n'avait aucune chance de réussir. Aucune. Il faisait 1 an, 2 ans, mais aucune chance, les prérequis n'étaient pas là. Parcoursup, c'est un algorithme qui a été rendu public, contrairement à ce que vous dites. Donc vous vous trompez, il a été rendu public, je m'y étais engagé, la ministre s'y était engagée, il a été donc totalement transparent, échangé, et on continue d'ailleurs le travail de recherche parce qu'il peut être constamment amélioré. C'est en fait un outil ensuite qui permet d'évoquer des choix et de les confronter avec les compétences nécessaires pour que le choix de votre filière universitaire puisse correspondre à vos compétences de base. Et donc, il y a une expression ensuite qui se fait par les équipes pédagogiques de l'université ou de la formation supérieure qui vous accueillent pour dire, si vous faites ça, il faut mieux que vous fassiez d'abord 6 mois dans tel endroit, 6 mois dans tel autre. Ou là, vous n'avez aucune chance de réussir et on vous réoriente. Mais en vous accompagnant, avec un accompagnement individualisé. C'est ce qu'on va continuer à déployer. Alors, il y a cette année, comme l'année dernière, des jeunes qui n'ont pas eu la totalité de leur choix à la rentrée. Pourquoi? Parce que la France fait face à une démographie estudiantine beaucoup plus importante que les années précédentes. Nous aurons, et ça sera vrai de tout mon mandat, à peu près 50 000 étudiants en plus chaque année. Ce qui fait que j'aurai à l'université environ 250 000 étudiants en plus cette année. Donc on va rouvrir des postes, rouvrir des filiales, d'ailleurs un peu partout sur le territoire, mais chaque étudiant aura une solution qui lui sera apportée, soyez rassurés. Mais elle sera adaptée, elle sera mieux étudiée, elle sera basée sur une approche avec des prérequis qui consistent à dire si vous voulez aller vers telle filière,
alors il faut passer d'abord par tel et tel prérequis académique. Il faut savoir cela. Et ce n'est pas vrai que l'université, c'est un grand nirvana où tout est possible, quel que soit ce que vous aviez fait avant. Ça n'est pas vrai. C'est possible si vous prenez un chemin. Et au fond, c'est l'idée, comme son nom l'indique, d'avoir un chemin pour vous accompagner, plutôt qu'un guichet ouvert aveugle qui vous permet de croire pendant 6 mois, 1 an que c'est possible, pour vous confronter à la réalité de l'échec, la première ou la deuxième année. Voilà la réalité de cette philosophie. Et voilà aussi quelques contre-vérités sur lesquelles je souhaitais revenir. Mais c'est une réforme qui sera améliorée chaque année, à laquelle je crois beaucoup, parce que pour moi, c'est un combat fondamental pour notre jeunesse. Rapidement, avant de passer à une autre question, juste vous faire réagir, Monsieur le Premier ministre. Juste un message. Moi qui connais bien Joanne Montet, qui est de l'expérience des intellectuels de Joanne Montet, elle fait un effort surhumain pour ne pas interrompre davantage l'orateur. Il faut la remercier et l'applaudir, à mon avis. C'est effectivement assez contre nature de me taire. Je voulais juste vous faire réagir, Monsieur le Premier ministre, sachant qu'il y a énormément d'étudiants français en Belgique dans l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qui se passerait, en 2 mots, et puis on passe à une question, si on appliquait Parcoursup pour eux? En tout cas, vous savez, Madame Montet, qu'en Belgique, et le français ne le sait peut-être pas, mais la compétence de l'enseignement n'est pas dans la responsabilité du gouvernement fédéral que je dirige. C'est toujours pratique en Belgique. Non, c'est pas pratique parce que j'aimerais aussi m'occuper de ces sujets-là. Comme je n'ai pas beaucoup de sujets difficiles et délicats par ailleurs, ça me plairait de m'occuper de ces sujets-là aussi. Mais plus sérieusement, il y a un point qui est tout à fait fondamental et au cœur du message qui est donné et que je partage personnellement, ça n'est pas une surprise. Je crois beaucoup dans l'éducation, l'enseignement à tous les niveaux, dans le concept d'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas l'élitisme, ce n'est pas abandonner celles et ceux qui ont plus de difficultés, c'est tenter effectivement de construire une dynamique de transmission de la connaissance fondée sur la capacité qui doit être donnée à chacune et à chacun de révéler ses talents, de s'émanciper. Et au final, c'est ça aussi le sens, à mon avis, de la transmission de la connaissance, être maître de sa vie et de son existence, faire des choix comme femme, comme homme libre, parce que l'histoire de l'humanité montre que toutes les sociétés qui ont progressé collectivement, qui ont fait des bonds en avant, souvent ont progressé parce que ces sociétés étaient fondées sur des systèmes performant, qualitatif de transmission de la connaissance, du savoir, de l'innovation et de la recherche. Je résiste, mais là quand même je prends la parole. Pour vous donner la parole, il y a une jeune fille là en bout de rangée, non, un peu plus bas, c'était celle-là que j'avais désignée, mais peu importe, ça peut être l'autre aussi. Mais comme je l'ai montré, mais oui, c'est ça, vous allez croire que j'ai fait exprès parce que c'est elle, etc. Mais non, c'est parce que je l'ai montré, je ne veux pas la décevoir. Voilà, on y va. Donc voilà, moi je m'appelle Astrid, je suis étudiante en 3e à l'Université Saint-Louis en sciences politiques. Donc c'est une question qui a été préparée par tous les étudiants de 3e de Sciences Po à Saint-Louis. Et elle s'adresse à monsieur Emmanuel Macron. Donc à l'approche des élections européennes, vous évoquez régulièrement la montée des populismes en Europe. Mais à dépeindre le débat démocratique des élections européennes comme une opposition entre populistes et progressistes, est-ce qu'on ne réduit pas au silence un ensemble de voix discordantes qui ne se reconnaîtraient pas forcément en termes de progressistes ou populistes? Par conséquent, ne risque-t-on pas, après les élections, de se retrouver avec un débat européen qui tourne autour de la question de savoir si on est pour ou si on est contre l'Europe, plutôt que d'un débat sur la question de rendre l'Union européenne plus démocratique et plus proche des peuples? Merci. Merci à vous. D'abord, il ne m'appartient pas de dire le débat européen se structure comme ça. Il m'importe de dire quel est pour moi le principal adversaire, ce qui est différent. Parce qu'on peut avoir des différences de sensibilité sur beaucoup de choses, mais si on oublie quel est le principal adversaire et la priorité du combat démocratique et politique qu'on veut mener au moment d'une élection, on se trompe. Alors, j'utilise pas si souvent que ça, même plutôt rarement, le terme de populiste, parce que je me méfie de son approche. Et moi, je crois dans les peuples, et j'ai la prétention de penser, d'ailleurs, beaucoup de gens, quand j'ai émergé dans la scène politique française, ont dit que j'étais un populiste, parce que je n'étais pas dans la scène démocratique structurée. Je parle plutôt, moi, de nationaliste ou de démagogue, ce qui est différent. Si être populiste, c'est être avec le peuple, je prétends être populiste. Si être populiste, c'est flatter le peuple dans, en quelque sorte, ses peurs les plus réductrices, ou le renvoyer vers des automatismes, c'est ce que j'appelle être plutôt démagogue. Bon. Donc moi, j'oppose plutôt les nationalistes, vous m'avez peut-être entendu le 11 novembre, j'ai opposé nationalistes et patriotes, mais les nationalistes aux progressistes. Ça n'écrase pas tous les débats, et vous avez totalement raison, il y a des tas de sensibilités différentes, il y a des gens qui croient à différentes formes d'Europe, qui sont pour la faire évoluer beaucoup plus vite. Moi, je crois à une Europe qui serait
qui soit une vraie puissance économique, sociale, environnementale. Je crois à une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes sensibilités, et donc il faut que ce débat vive. Ce que je sais, pour le vivre chaque jour en tant que dirigeant européen, c'est que ces sensibilités sont de moins en moins audibles, parce qu'il y a une summa divisio qui est en train d'émerger, qui est là en Europe, entre ceux qui croient dans des solutions européennes et ceux qui n'y croient plus. Et cette summa divisio, malgré tout, elle est plus importante que les différences qu'on a entre nous. Sur les sujets, par exemple, migratoires que nous avons en Europe, il y a aujourd'hui des dirigeants qui, très clairement autour de la table, vous disent « Moi, je ne crois plus à la solution européenne, je n'en veux pas, je veux revenir à la solution nationale. » Alors les mêmes, pour reprendre votre réflexion, mettent dans la poche les fonds structurels, tout va bien, hein, ils prennent tout le reste de l'Europe. Mais ça ne leur plaît pas. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'on peut avoir, nous, des débats, dire « Moi, je suis plutôt pour telle solution technique, je suis pour être plus favorable à tel droit d'asile ou tel autre. » Vous voyez, ça, c'est des vrais débats, et c'est une sensibilité démocratique très importante que je ne veux pas du tout écraser. Mais si, d'abord, je ne mène pas le combat face à ceux qui ne croient plus du tout dans une solution européenne sur le plan migratoire, les débats de sensibilité que nous avons ensuite entre pro-européens, ils n'existeront plus. Et c'est ce qu'on voit sur tous les points. Et ne vous trompez pas. Moi, dans mon pays, aux dernières élections européennes, le parti qui a gagné, c'est le Front National. Les gens l'ont oublié. Ils font croire, ils disent, vous êtes en train de dire le pire, la belle affaire. Moi, je n'ai pas oublié. Le premier parti européen en France, c'est le Front National. C'est lui le sortant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré l'Europe? Je ne l'ai pas vu. Mais si dans tous les pays, on laisse monter ces partis extrêmes, dont l'objectif n'est pas d'avoir un débat démocratique sur est-ce qu'il faut un peu plus de social ou un peu moins d'écologie ou autre, mais de dire je veux moins d'Europe, voire je veux la sortie de l'euro, je veux la sortie de l'Europe, je veux le retour au nationalisme. Ben, on se réveillera le lendemain des européennes et ils auront gagné. Et je ne vous parle pas là d'une fiction, je vous parle d'un scénario possible. Si plus aucune majorité européenne demain au Parlement n'est envisageable sans les nationalistes et les extrêmes, je peux vous dire que tous les débats ensuite qu'on a sur nos sensibilités, les différences entre pro-européens ou progressistes ou plus conservateurs ou autres, ils seront de rang 2. Et donc, il faut savoir prioriser dans le débat politique les combats qu'on veut conduire. Et moi, très sincèrement, je vous dis, je constate qu'en Europe, il y a des gens qui croient dans la solution européenne, il y a des gens qui n'y croient plus. Il y a des gens... Alors, qu'est-ce que c'est, votre banderole? Ah bah là, ça n'a pas bien marché, les confettis. C'est pas le lieu d'une manifestation. Le sang coule de leurs mains. Je ne sais pas si la sécurité... Renseignez-vous. Ou bien alors quelqu'un prend la parole et pose Mais alors, une il faut question. il faut que vous disiez des mains de qui? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et expliquer plutôt que de démontrer? Alors, juste, je finis pour vous dire... En posant une question. Et je répondrai à la question. Oh non, là, vous dites n'importe quoi. Ça ne me paraît pas une question, mais une accusation. Non. Dans ce cas-là, c'est une démonstration et la sécurité va s'en occuper. C'est un lieu de débat, monsieur. Mais venez. Non, mais n'invectivez pas. Attendez, messieurs, ne le sortez pas. Non, moi, je ne vous tutoie, ni ne vous tords quoi que ce soit. Je dis juste... C'est un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion. Si vous m'autorisez, je réponds à votre camarade ou collègue, et vous pouvez poser votre question, et je répondrai. Et mettez pas des papiers partout, parce que quelqu'un va les ramasser, ce ne sera pas vous. Monsieur ne veut pas poser de questions, alors, monsieur veut manifester. Mais attendez, je vais vous écouter, mais si vous avez deux onces de respect... Monsieur, si vous avez un peu de respect, je finis la réponse à votre collègue et je vous donne la parole. Et donc, pour finir la réponse, qui est sur un sujet très important, je pense que ce débat entre les progressistes, ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient plus, il est fondamental. Et si nous ne le menons pas, si en quelque sorte nous considérons que nos désaccords entre pro-européens est plus important que notre désaccord avec ceux qui veulent démanteler l'Europe, on se trompe. Voilà. Donc, je ne veux pas écraser les différences, au contraire, elles sont fondamentales, c'est tout le débat qu'on est en train d'avoir, mais je pense que ce combat que j'ai voulu installer, que je vais continuer à porter, il est essentiel dans nos pays. Voilà, alors, monsieur n'est plus là, il n'a pas ramassé les papiers. Voilà. Alors, franchement, monsieur, parce qu'il a repris un truc que vous avez dit, c'est n'importe quoi. Hein. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Il y a pendant des jours et des jours des étudiants et beaucoup de non-étudiants
si vous vous renseignez, y compris un petit chien qui avait un compte Twitter extrêmement sympathique à Tolbiac, je vous le recommande, le petit chien de Tolbiac, qui fait concurrence au chat du 10 Downing Street, pour les amateurs de compte Twitter, qui ont saccagé l'université. Il faut arrêter les bêtises. La moitié des gens qui étaient dedans ne sont pas étudiants depuis longtemps, c'est des groupes anarchistes. Malheureusement, ils ont arrêté les études depuis très longtemps et ils n'ont pas envie de s'y remettre. Moi, je serais très favorable à ce qu'ils reprennent les études, eux, ils n'ont pas envie. Et donc, ils ont occupé une université, on les a laissés, il n'y a eu aucune intervention avec de la violence contre eux, il y a d'ailleurs eu beaucoup de blessés, malheureusement, dans nos forces de l'ordre à qui je rends hommage, il n'y en a pas eu de leur côté, et ils ont été évacués, et on va dépenser pour nos universités des centaines de milliers d'euros pour réparer ce qu'ils ont fait, ce qui est franchement inacceptable. On ne peut pas défendre le savoir quand on détruit les universités. Ensuite, nous avons évacué, puisque je pense qu'il faisait référence à ça, des gens à Notre-Dame-des-Landes, comme nous continuerons à le faire partout. Je ne sais pas vous, hein, parce qu'il évoquait ça. À Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté le projet contre lequel ils étaient, qui était un projet qui était plus cohérent sur le plan écologique. Mais ils voulaient continuer à s'installer, à empêcher les gens de vivre normalement. Quand il y a des conflits d'usage dans une société, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. Et ça, c'est un point pour moi qui est très important dans nos débats et qu'il faut qu'on ait. On doit avoir des règles de civilité entre nous. C'est pas très civil. Moi, je suis pour le débat, on peut m'interpeller. À chaque fois, je réponds. Mais pas pour dire des bêtises et disperser du papier puis s'en aller. Et de la même façon, on peut être contre un projet, manifester, j'ai aucun problème avec ça. Débattre, changer d'avis. Moi, je suis pour cette ouverture. Mais à un moment donné, quand même le projet n'existe plus, qu'on continue à être là et qu'on empêche les autres personnes libres de travailler, de s'exprimer, de faire librement, c'est plus une société. Et donc, il y a un moment, l'ordre public doit être tenu. Et il n'y a plus de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. Et il nous reste 15 bonnes minutes. Alors c'est vous la détentrice de l'ordre public ici. Voilà, allez hop là. Il y a un monsieur là-bas au milieu, dans mon axe. Voilà, cette rangée-là. Voilà. Levez bien la main haut. Oui, c'est vous avec les lunettes que j'ai repéré comme ça. Mon regard est tombé sur vous par hasard. Ça va, vous avez le micro? Non, c'est vrai, le monsieur là, je vais montrer là. Non, là, j'ai vu ses lunettes, je me suis dit, c'est lui. Bah, c'est une loterie, hein. Bonjour, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. Alors, je me sens d'autant plus concerné de votre présence vu que je suis franco-belge. Donc, je vous préviens, je peux voter pour vous deux. Donc, je suis... Vous devez choisir, normalement. Je suis attentif à vos réponses. J'ai déjà voté pour vous, je le dis, franchement. Donc, ma question, reprenons sur l'Europe quand même. C'est sur l'Europe de la défense. Donc, Monsieur Macron, j'ai vu que vous étiez assez intéressé pour une Europe de la défense, malgré certains tweets de notre ami américain. C'était pour savoir, avec une Allemagne assez timide dans l'intégration européenne, avec Mme Merkel qui est assez faible au niveau électoral, quel est votre agenda et les dispositions pratiques pour une Europe de la défense, avec tout ce qui est les soucis linguistiques, logistiques, etc. Merci. Merci à vous. Alors, l'Europe de la défense, d'abord, on est vraiment en train de la faire. Et je pense qu'il faut qu'on ait encore plus d'ambition. D'abord, pourquoi je crois à une Europe de la défense? Parce que je pense que c'est un ciment. Parce que quand on regarde la mission première d'un État, d'une structure politique, c'est de protéger ses concitoyens. Et on ne pourra pas avoir une Europe forte, plus souveraine, plus unie, si lorsqu'il y a un risque vital dans un endroit de l'Europe, on dit « je ne sais plus vous protéger, je dois faire appel à d'autres ». Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, vous pouvez le sentir, dans certains pays d'Europe centrale, orientale ou méditerranéenne, balkanique, certains pays se sont habitués à se tourner beaucoup plus vers les États-Unis que vers l'Europe, ou vers l'OTAN ou vers l'Europe. L'Europe est une composante de l'OTAN, mais nous devons avoir notre souveraineté propre parce que c'est ça qui nous rassemblera, qui fait que s'il faut protéger l'Estonie, la Finlande ou tel autre pays, on est capable de le faire et on le fait. Donc moi, je crois beaucoup à cette notion et je pense que c'est un ciment fort, c'est une crédibilité. Ce sera aussi un moyen de dépassionner notre débat avec les Russes, de créer une vraie architecture européenne de défense. Et c'est un moyen aussi de répondre à ce qu'on voit, même déjà avant le président Trump, côté américain, qui est des États-Unis d'Amérique, qui regardent soit de plus en plus vers eux-mêmes, dans l'isolationnisme actuel, soit vers le Pacifique. Je rappelle que le président Obama avait dit « je serai le premier président pacifique au sens géographique du terme ». Et donc, l'Europe doit prendre son destin en main. On a déjà fait une coopération structurée sur le plan de la défense. On l'a signée ensemble, on y est ensemble avec très large majorité de pays. Et on a des projets déjà qui sont lancés, plus d'une quinzaine, dans cette Europe de la défense. Des projets concrets
qui engagent nos armées, nos industriels de défense et qui nous permettent d'avancer. On a ensuite, pour appuyer ça, lancé un fonds européen de défense. Et les débats sont en train de se poursuivre, mais nous, on a pris au Conseil, et la Commission était très active aussi, il faut lui rendre hommage, parce que c'est la Commission européenne à laquelle on doit beaucoup sur ces deux sujets. On avance très fortement, et donc là, on va pouvoir financer des projets, y compris pour des petites entreprises du secteur de la défense en la matière. Monsieur le Premier Troisième ministre, point. pardon, je vous ai coupé. Non, juste, je finis très rapidement, rassurez-vous. J'ai compris votre manœuvre. Moi, j'avais proposé, il y a un peu plus d'un an à la Sorbonne, une initiative européenne d'intervention pour rassembler en quelque sorte nos cultures d'intervention et dire on va ensemble mieux coordonner, cette fois-ci non pas le côté industriel, mais nos manières d'intervenir. Et on a déjà plusieurs États membres qui sont là. On est en train de la structurer et de continuer à développer. Et puis vous parlez de l'Allemagne, ce sera mon dernier mot. En franco-allemand, on a plusieurs projets, un projet de char d'assaut du futur et un projet d'avion de combat du futur, qu'on fait ensemble, enfin de manière intégrée. Et plus on peut l'ouvrir à des partenaires européens, plus on peut travailler avec justement des États comme la Belgique, mieux c'est. Donc elle avance. Moi je souhaite qu'on aille encore plus loin, mais on a déjà fait en 1 an et demi ce que nous n'avions jamais fait depuis le milieu des années 50, date à laquelle, je dois bien le dire, la France avait contribué à bloquer le projet de communauté européenne de la défense. Monsieur le Premier ministre, on peut la faire ensemble, cette Europe de la défense, sachant qu'on a acheté des avions américains? Oui. Il y a... D'abord, le point très important, effectivement, c'est vrai, c'est que, alors que pendant des années, l'Europe de la défense était un discours, une proclamation, depuis 2-3 ans, il y a un progrès en avant. Il y a une prise de conscience très très large de ce que l'on a besoin au sein de l'Union européenne, de renforcer aussi cette coopération en matière de défense. Et c'est exactement la démarche dans laquelle nous nous inscrivons, et je vais aussi répondre sur la question des avions, c'est tout à fait évident. Mais pour qu'il y ait une Europe de la défense, je fais le lien avec le premier point. On doit aussi en Europe progresser sur une politique commune sur le plan des affaires étrangères, sur la dimension internationale, parce que avoir une défense davantage commune demain, mais avoir des divergences qui restent très importantes sur les stratégies internationales au sein de l'Union européenne, ça voudrait dire qu'on ne sait pas ce que l'on fait de nos militaires, quelle est la doctrine militaire, quelle est la stratégie en termes d'affaires étrangères et de regard géopolitique à l'ouest, à l'est et au sud de l'Union européenne, premier point. Deuxième point, les Belges ont, depuis plusieurs années, été quelque part parmi les précurseurs en termes d'Europe de la défense, parce que nous sommes un pays de taille moyenne, au cœur de l'Europe, et donc il y a une tradition chez nous, depuis longtemps, d'avoir des partenariats avec des pays voisins, en matière de défense, en matière d'équipement militaire. C'est le cas dans le domaine de la marine, par exemple, naturellement, avec les Pays-Bas, par exemple. C'est le cas aussi dans le domaine du matériel militaire blindé roulant, avec la France. Un très beau projet de développement ensemble, avec aussi une stratégie industrielle de défense en termes d'appui. Et puis, il y a cette question des avions de combat, des avions de chasse. Moi, je veux totalement assumer la décision qui a été prise et qui, à mes yeux, est totalement compatible aujourd'hui, pour les prochaines années, avec cette préoccupation de l'Europe de la défense, puisque la plupart des pays européens ont choisi effectivement l'avion américain. Nous avons en Belgique, c'est la vérité, eu dans le passé des scandales de corruption politico-financiers en lien avec des achats militaires. On a donc fait le choix, il y a 3 ou 4 ans, avec ce gouvernement, de lancer une procédure de mise en concurrence transparente, objective, avec 7 critères qui ont été établis. Et dans le cas de cette procédure, 2 entreprises, 2 agences étatiques ont choisi de concourir. La France n'a pas fait ce choix. L'industriel français n'a pas fait le choix de participer à ce processus. Et au terme du processus, sur les 7 critères qui ont été établis, pas par un ministre, par le gouvernement ou par moi-même, mais par l'ensemble des experts qui ont effectué les comparaisons, sur les 7 critères, c'est effectivement aujourd'hui l'avion américain qui l'emporte et qui est 600 millions d'euros moins cher que ce qui était prévu dans le cadre budgétaire initial de la Belgique. Et donc ce choix, je l'assume aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle et la décision extrêmement importante que je mettrai en évidence, j'ai d'ailleurs dit très formellement hier à Emmanuel Macron, c'est puisqu'il y a cette capacité de 600 millions qui n'ont pas été utilisés, la Belgique est prête à utiliser une partie de ces moyens-là pour investir d'ores et déjà dans des projets
commun pour l'après 2040 en matière aérienne ou pour dans d'autres types de projets de défense. Par ailleurs, encore un point, nous sommes très très actifs dans le cadre des coopérations renforcées qui sont mobilisées en matière de défense européenne, notamment dans le domaine des drones, qui sera aussi un sujet très important pour l'avenir. Et voilà aussi un sujet où on pourra coopérer beaucoup. Et dans les prochaines semaines, on prendra des décisions en matière de marine, par exemple. Et on sait d'ores et déjà qu'en matière de marine, ce sera aussi un projet européen, puisque les possibles industriels et agences qui sont mobilisées sont toutes dans le champ européen. Et donc, effectivement, ce choix, je l'assume, je le revendique, et je pense que c'est un choix qui, aujourd'hui, à court et à moyen terme, peut parfaitement s'inscrire dans cette ambition européenne pour la défense. Très bien. Donc il est déjà temps maintenant de... Ah ben, mon micro fonctionne à nouveau, de passer à la troisième séquence. Le temps passe très très vite. Donc la séquence consacrée à l'Europe dans le monde, donc aux relations internationales. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de temps que pour une seule question, ou alors si elles sont très brèves peut-être. Donc vraiment, je vous demande de faire un effort. Ah ben on va en grouper 2-3. Grouper 2-3 questions. On va les faire en rafale. Extrêmement brèves. Voilà, je vois déjà des mains qui se lèvent. Alors, j'ai vu une main là, par là. Oui, j'ai vu une jeune fille, ici devant. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, merci. Je m'appelle Pauline, je suis étudiante en relations internationales, ici à l'UCL. Ma question est la suivante. Quelle est la position, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, quelle est la position de la France à propos du déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et ce que cela représente pour la symbolique? Merci. Alors, une deuxième question. Il y a une jeune fille là au bord. On prendrait peut-être bien un garçon aussi. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre. Alors voilà, en mai dernier, le président des États-Unis, c'est moi, annonça qu'il se retirait de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Donc je m'adresse à chacun de vous. Comment évaluez-vous la manière avec laquelle l'Iran a rempli ses obligations à l'égard de l'accord de Vienne? Et justement, quel rôle l'Europe peut-elle jouer pour l'amélioration des relations entre l'Iran et les États-Unis? Voilà. Alors, une troisième. Là, voilà, une fille. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Dilay et je suis en deuxième année du Master en administration publique. Donc, Monsieur le Président, vous avez mentionné lors de votre discours à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies que nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Donc en effet, on peut voir qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, cohabitent des régimes, des dirigeants avec des idées et des idéologies assez divergentes. Et on l'entend notamment dans votre rhétorique assez offensive envers les démocraties illibérales en vue des élections européennes. Et donc, néanmoins, on ne peut pas nier leur place légitime dans l'Europe. Et ma question est donc, dans ces conditions, comment faire avancer le projet européen en dépassant ces divergences? Et quelle est la place de votre pays, la France, mais aussi de la Belgique, Monsieur le Premier ministre, dans ce processus? Merci beaucoup. Nous avons très peu de temps. On a 3 minutes si vous voulez être à l'heure pour le roi et la reine. Là, la pression est maximale sur nos épaules. Non, mais très, très, très rapidement, pour ce qui me concerne, parce que les 3 questions présentent des liens, bien évidemment. D'abord, le multilatéralisme, oui, c'est un combat démocratique que nous devons mener. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'affirme à nouveau. Je pense qu'on doit effectivement être très mobilisé pour faire en sorte que l'on puisse, sur le plan international, décider des choses ensemble, pas de manière unilatérale, parfois brusque, comme cela a été le cas, notamment au départ des États-Unis. Et ça, c'est une situation nouvelle qui ouvre, je le crois, un nouveau chapitre dans les relations entre l'Europe, l'Union européenne d'un côté, et les États-Unis, puisque l'on voit que sur certains sujets centraux pour l'avenir du monde, il y a des actes qui sont posés, qui ébranlent l'architecture multilatérale. C'est le cas lorsque des décisions sont prises de manière unilatérale en déplaçant l'ambassade à Jérusalem. Je me suis exprimé au Parlement belge directement en indiquant que nous condamnions cette décision, que nous sommes favorables à une solution à 2 États et que tout doit être mobilisé pour encourager la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Et c'est le cas aussi lorsqu'il y a un accord qui a été très longuement négocié, qui présente le mérite d'offrir un canal de dialogue avec l'Iran et avec les partenaires internationaux. Lorsque cet accord est remis en cause, alors que les agences internationales des Nations Unies identifient dans leur rapport que
l'Iran assume sa part de cet accord, il y a effectivement une mise en danger de la stabilité et de la sécurité, raison pour laquelle les Européens sont restés très, très fermes, très stables, pour tenter de préserver cette capacité de canal de dialogue au travers de cet accord avec l'Iran. Et enfin, sur le débat des prochains mois, l'enjeu européen, une dernière remarque, une dernière réflexion, je pense que cela doit mobiliser aussi celles et ceux qui militent pour une ambition plus vertueuse, plus forte sur le plan européen, c'est aussi de travailler sur ce qui est fondamental en démocratie, c'est le droit à l'information, la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais aussi entendre un appel, que je crois très substantiel, qui a été lancé par plusieurs grandes personnalités, des prix Nobel notamment, ou un lauréat du prix Sakharov également, en faveur de ce lien qui doit être renouvelé entre la démocratie, l'état de droit et le droit à une information fiable. Nous sommes confrontés, les démocraties, les démocrates, à de nouvelles menaces qui peut-être sont un peu sous-estimées aujourd'hui, qui pourtant sont activées beaucoup par des puissances qui sont parfois hostiles à ces valeurs démocratiques qui fondent ce que nous sommes depuis tant d'années sur le sol européen. Et nous devons nous aussi nous saisir de ce combat pour ce droit à l'information fiable, cette exigence aussi, au travers de la liberté de la presse, de jouer chacun pleinement, responsable politique, citoyen, responsable des médias, pour jouer pleinement notre rôle par rapport à cet enjeu très important. Monsieur le Président, sur ces 3 thèmes. Alors, sur le choix unilatéral américain de déplacer l'ambassade à Jérusalem, je l'ai dit, nous ne partageons pas ce choix, et surtout, je pense que ça ne sert à rien, au contraire, et on l'a vu dans les réactions que ça a produit sur le terrain. La France continue à défendre ce qui, je le rappelle, est d'ailleurs conforme au droit international. Et on ne peut pas défendre le multilatéralisme si on le conteste quand il ne nous arrange pas. Les 2 États avec Jérusalem pour capitale. Et ces 2 États, c'est la seule manière de construire la paix sur le terrain. Et donc, d'une part, nous ne partageons pas ce choix, nous l'avons désapprouvé, et je le regrette dans les conséquences qu'il a eues sur place. Mais surtout, en méthode, je pense que la seule manière de faire advenir la paix, c'est sur le terrain. C'est en permettant à l'ensemble des protagonistes de reprendre le dialogue et de construire sur le terrain la possibilité de le faire. Et ça n'est ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Washington, par des décisions unilatérales, qu'on arrivera à régler ou à faire avancer ce problème. Au contraire, on est après dans une espèce d'escalade symbolique qui a des effets absolument terribles sur le terrain et qui a conduit aux émeutes que nous avons vues à la suite de cette décision. Donc je pense qu'elle est véritablement, c'est une mauvaise décision et j'ai eu l'occasion de le dire. Elle n'a d'ailleurs pas eu de lendemain puisqu'on nous annonçait quelques semaines après un plan plus large de paix qui n'a toujours pas vu le jour. Sur l'accord nucléaire iranien, vous êtes là, et donc l'accord dit de Vienne signé en juillet 2015. Comme vous le savez, la France en est signataire. Avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons décidé, nous, d'y rester. Et donc, c'est la grande différence, parce que, là aussi, je crois à ce multilatéralisme fort. Les récentes révélations ont montré que les Iraniens étaient sans doute même plus avancés que nous ne le pensions avant la signature de cet accord en termes de progression vers la maîtrise du nucléaire et du nucléaire défense. Et donc, pour moi, y compris les révélations les plus récentes, montrent le bien fondé de la démarche internationale qui a vu le jour durant les années qui ont précédé cet accord. Deuxième chose, depuis que cet accord est signé, juillet 2015, l'AIEA, qui est l'agence compétente pour assurer justement ces vérifications, a pu mener toute diligence. Lorsqu'elle a demandé justement d'évoluer, c'est-à-dire d'aller par exemple vérifier comme à notre demande dans les universités, elle a pu le faire, et elle n'a jamais constaté d'infraction à l'accord de Vienne. Jamais. Donc nous n'avons aucun fondement sur la base des constats faits par l'AIEA et de l'accord signé pour dire qu'il y a eu une infraction par rapport à ce que nous avions signé. Troisième point, je pense qu'on s'affaiblit collectivement si nous disons qu'il y a un État qui ne se comporte pas normalement, qui est délinquant. Au moment où nous signons un accord avec lui, nous sommes les premiers à ne pas le respecter. C'est pourquoi l'Europe a décidé de rester dans le JCPOA, comme on l'appelle en bon français, donc l'accord sur le nucléaire iranien, que la conséquence première, vous l'avez noté, c'est que l'Iran y est resté. Et je suis convaincu que si les pays européens en étaient sortis, l'Iran serait sorti et ils auraient repris leur activité. Et donc nous avons aujourd'hui une situation où la pression est maximale, où des sanctions nouvelles ont été prises par les États-Unis, mais où, parce que l'Europe a décidé de rester dans cet accord, est encore en train de construire d'ailleurs des solutions pour permettre à cet accord de vivre pleinement, mais a pris la décision politique avec des conséquences d'ores et déjà concrètes. Les Iraniens restent dans cet accord et ne reprennent pas leur activité
nucléaire, ce qui est une bonne chose. Le débouché de cet accord, je l'avais évoqué dès le discours que j'avais tenu à l'Assemblée générale des Nations Unies à l'été 2017, c'est pour moi de compléter cet accord avec 3 piliers. Un accord sur l'activité nucléaire iranienne post-2025, une négociation sur l'activité du régime iranien dans la région, parce qu'il déstabilise beaucoup, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, et un accord contraignant l'activité balistique iranienne dans la région. Donc c'est là-dessus que nous allons continuer à nous concentrer. Mais aujourd'hui, pour moi, le rôle de l'Europe, c'est d'être justement ce ciment, le garant de ce multilatéralisme fort avec des résultats. L'Iran est resté, mais le garant aussi d'un dialogue qui, à un moment, va produire ses fruits. Et moi, je pense que dans les prochains mois, on retournera dans une phase de dialogue avec l'Iran et les États-Unis sur ce sujet. C'est le seul moyen d'éviter un embrasement régional et d'apporter une réponse profonde à cette crise. Enfin, sur votre point et les fondements du multilatéralisme, à la fois hors d'Europe et en Europe. Le Premier ministre l'a dit, on voit partout dans le monde une tentation illibérale, et vous l'avez rappelé dans votre question. Cet illibéralisme, sur le plan politique, on le mesure à quoi ? Quand on ferme des universités ou qu'on interdit des universités, lorsqu'on revient sur l'indépendance de la justice ou qu'on la réduit drastiquement, et lorsqu'on contraint le droit à l'information libre et qu'on multiplie la manipulation de l'information ou qu'on emprisonne les journalistes. Il y a évidemment la réduction du droit syndical qui va avec, beaucoup d'autres choses, mais ce sont ces 3-4 symptômes qui permettent justement de repérer le recul de l'état de droit et les menaces faites au multilatéralisme. Partout, nous les condamnons, partout, nous luttons contre ces pratiques, et nous les avons aussi en Europe. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 façons de faire en Europe. La première, c'est de ne rien céder à ces reculs, et donc de lancer les procédures, d'être clair dans les votes au Parlement européen. Il y a eu un vote sur la base d'un rapport fait au Parlement sur la Hongrie. Enfin, on a réussi à avoir un vote positif, et certains, parce qu'on a mis la pression, sont sortis de leur ambiguïté. Les mêmes qui s'étaient abstenus ou avaient voté pour protéger leur ami hongrois, dirigeant hongrois, ont été enfin clairs. Mais on a aujourd'hui des procédures européennes qui sont trop lentes, paralysées, inefficaces et qui ne nous permettent pas bien de protéger l'état de droit. Et moi, je ne veux pas d'une Union européenne qui protégerait formidablement bien et de manière tatillonne le moindre écart au déficit public, mais qui ne protégerait jamais le moindre écart à l'état de droit. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes entrés, et ça doit être un des débats pour les prochaines européennes et de modification des traités à venir. Mais ne rien lâcher à ce combat, être intraitable, et sur tous les pays ou toutes les pratiques qui dérivent ou qui vont dans le sens que j'évoquais, être très dur, et considérer que c'est une infraction non seulement à nos traités, mais à notre ADN. C'est l'Europe. L'Europe, c'est ce seul espace politique au monde qui aime la liberté, l'égalité, le respect de l'individu et de ses droits fondamentaux. Il n'y a aucun espace politique au monde où il y a cet équilibre politique, économique et social. Malgré tout, il ne faut pas s'arrêter à ces divisions, et c'est pourquoi nous travaillons ensemble, y compris avec des États qui sont dans ces procédures, à essayer de trouver des compromis pour faire avancer d'autres sujets. Et pas simplement les mettre au banc en disant on n'avance rien. Ne pas cesser la bataille pour avancer plus efficacement en termes de migration. Trouver des solutions en termes sociaux. Par exemple, on a trouvé un accord avec plusieurs États qu'on nous opposait souvent pour faire avancer la directive travail détaché et revenir sur ces aberrations. On continue le dialogue sur le transport et sur beaucoup d'autres sujets. Et donc moi, je ne suis pas pour créer ou mettre de nouveaux murs en Europe, je suis pour un dialogue avec tout le monde, mais je suis pour une exigence avec tout le monde, y compris avec nous-mêmes, quand il s'agit des principes et de l'état de droit. On peut prendre une dernière question, mais courte, avec des réponses courtes. Monsieur. Nicolas Zedler, à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Vous avez beaucoup parlé tous les deux, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, d'ambition, du fait qu'une certaine forme de technocratie européenne devait sans doute descendre de son piédestal et que le projet européen devait être porté par nos concitoyens, sans doute davantage. On a dit court, monsieur, je précise juste parce que je donne une dernière question vraiment pour en profiter au maximum du temps, mais il faut y aller tout de suite. Ouvrons-nous en matière d'enseignement, d'éducation, de recherche, où nous perdons les places constamment par rapport aux universités chinoises, irlandaises, australiennes, etc., opérer un basculement paradigmatique en refinançant de manière, en décuplant le financement de la recherche et d'avoir un véritable projet européen de la recherche et de l'enseignement. Seriez-vous tous les deux prêts à porter ce projet ?
Le débat que nous avons maintenant pour le renforcement de la zone euro touche très directement à cette capacité, par exemple, au travers d'un budget de la zone euro, d'investissement additionnel supplémentaire significatif pour l'innovation, pour la recherche, pour mobiliser effectivement des capacités supplémentaires afin de faire en sorte qu'il y ait cette ambition européenne décuplée sur ce terrain-là. Parce qu'effectivement, on mesure bien, ouvrir ce débat-là maintenant est peut-être un peu difficile, mais que le monde vers lequel nous allons, intelligence artificielle, big data, robotisation, suppose effectivement qu'il y ait sur cette terre européenne également cette capacité de faire en sorte que l'intelligence, le potentiel soit pleinement mobilisé. Et dans ce cadre-là, encore une fois, la connaissance, la recherche, l'innovation, les universités sont au cœur du projet. Et puis ça a été évoqué, cette idée d'université européenne, à dimension européenne, favoriser cette capacité de décupler l'effort, c'est aussi un projet que nous voulons porter et que nous portons régulièrement quand nous sommes présents dans des réunions du Conseil de l'Union européenne pour porter cette ambition qui est très très forte et qui rejoint aussi votre préoccupation très légitime. La réponse est oui. Moi, je crois à une Europe qui a de l'ambition en matière d'enseignement supérieur, de recherche. C'est pour ça que j'ai proposé cette idée d'université européenne pour gagner justement en déploiement. Et c'est pour ça que vous avez raison, il faut largement multiplier nos financements européens en la matière. Programme de recherche, priorité, de recherche fondamentale comme de recherche appliquée. Il ne faut pas oublier la première, parce que si elle n'est pas là, la seconde a peu de chances d'exister. Quand je regarde aujourd'hui les défis d'avenir en termes d'innovation, l'intelligence artificielle dont on parle tant, l'Europe, c'est 10% des crédits investis en la matière. Et donc, si nous ne nous réveillons pas, le risque, c'est que le cœur de la recherche, de l'investissement et des initiatives soit chinois-américain. Donc oui, nous devons passer à l'échelle et profondément bousculer nos habitudes en investissant bien davantage. Et moi, je suis favorable à une augmentation du budget commun européen par une augmentation de ressources propres allouées sur des priorités comme celle-ci. Oui, passer à l'échelle sur recherche fondamentale, innovation, en particulier sur l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Et avec cela, passer à plus de subsidiarité dans le fonctionnement du système européen de recherche et d'enseignement supérieur. Je crois à des grands programmes de recherche européens, je crois à ce projet d'université européenne, mais je crois à moins de bureaucratie tatillonne, où le moindre chercheur, dès qu'il a un crédit européen, passe une semaine et des dossiers infernaux à remplir pour pouvoir avoir accès à ces crédits, et donc obligé d'embaucher des gens quasiment en permanence pour avoir accès à ces quelques crédits. Aujourd'hui, notre schéma est lose-lose. On ne dépense pas assez que les autres, moins que les grandes puissances, et on a des schémas plus compliqués. On doit mettre plus, évaluer de manière beaucoup plus rigoureuse, et peut-être a posteriori et moins a priori, débureaucratiser et subsidiariser beaucoup plus. Voilà, le chronomètre est impitoyable et donc nous arrivons déjà au terme de ce beau moment d'échange et de débat. Ce matin, sur une radio de service public, que je ne citerai pas, une chroniqueuse ironisait sur la possibilité d'organiser un vrai débat avec 1000 étudiants. Mais vous avez prouvé que c'était possible et je vous en remercie. Donc je vous rappelle, point technique, qu'il est demandé à l'assistance d'attendre que les délégations se soient retirées avant de quitter la salle. Et en quelques secondes, je voudrais tout de même remercier toutes celles et tous ceux, et je n'ai évidemment pas le temps de les citer, qui se sont mobilisés sans compter pour que ce bel événement puisse avoir lieu. Un tout grand merci en particulier aux collègues qui ont animé les groupes de réflexion au sein des facultés. Je remercie les étudiants, vous, les étudiantes et les étudiants, pour votre implication, votre dynamisme. Merci à toi, Joanne, pour ton aide précieuse dans l'animation de ces débats. Et bien entendu, un immense merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, pour ce très beau moment privilégié de dialogue et de débat. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous. On est ravis de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Bravo, Merci. on fait ça de main de maître. On essaye.